Il est 14 heures, du coup on va commencer comme ça, on va pouvoir maintenir le planning. Et puis les gens se reconnecteront petit à petit. Donc la thématique de cette deuxième table ronde, avant que je donne la parole à nos intervenants, c'est l'agriculture. On va parler de l'agriculture durable. Donc l'agriculture durable ou l'agroécologie, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est voilà, nos trois intervenants vont pouvoir répondre à vos questions. Comme ça, pour introduire, on sait que c'est une manière de penser l'agriculture autrement que juste par l'entrée produire plus. Elle présente aussi des avantages dans les ODD d'un point de vue environnemental, parce qu'elle contribue à l'atténuation du changement climatique, mais aussi du point de vue alimentaire, parce qu'elle favorise aussi une alimentation plus diversifiée et plus équilibrée. L'agriculture durable, c'est aussi une agriculture familiale qui vise à maximiser la valeur ajoutée du travail via des filières courtes, des rapports de gouvernance et de répartition des revenus plus équilibrés entre les différentes parties prenantes des chaînes de valeur agricole. Et puis aussi, ce type d'agriculture aurait la capacité d'initier en fait une boucle vertueuse en faveur d'une dynamique de croissance économique des territoires ruraux, en créant notamment de l'emploi dans la production, la transformation, la commercialisation. Voilà. Du coup, je vais laisser la parole à nos trois intervenants, donc à Néné Keïta, qui est franco-malienne, implantée au Mali depuis 4 ans. Elle est diplômée de Sciences Po Paris. Elle est experte de l'accompagnement des startups et des PME. Et puis, elle est fondatrice du cabinet de conseil en stratégie Yelenma Consulting, et puis consultante en business développement. Et donc, son cabinet accompagne des entreprises dans le secteur d'activité de l'agriculture et de la transformation agricole. Donc, Néné, je vais vous laisser la parole. Pour juste petit point d'organisation, on a 1 heure et demie ensemble. Donc, la première heure est dédiée du coup à nos intervenants. Donc, vous avez à peu près 20 minutes chacun. Et puis ensuite, pour les participants, il y aura une demi-heure d'échange et de questions. Alors, vous avez 2 icônes pour les participants. En bas, il y a la première qui s'appelle discussion ou chat, dans laquelle vous pouvez dire bonjour à tout le monde, vous présenter, mettre vos coordonnées et des commentaires plutôt généraux. Et dans l'icône Q et R, donc qui est questions-réponses, là, ce sont des questions qui sont destinées à nos intervenants que je poserai oralement à la fin de leurs interventions et du coup auxquelles ils répondront. Voilà. Donc, je vais donner la parole à Néné Keïta et puis ensuite Alain et Herbinet, puis Georges Akibaudet, qui vont nous parler voilà, des forces et faiblesses d'une agriculture durable, des recommandations aussi qu'ils ont à faire, du type de partenariat qu'on peut imaginer entre les différents pays, des connexions qu'il y a à faire, par exemple, entre le monde plutôt des villes, le monde des champs. Voilà, faire un peu un retour d'expérience suite à leur profil et leur métier. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions à la fin. Merci beaucoup. Néné, c'est à vous. Parfait. Bonjour, bonjour à tous. Ravie d'être avec vous cet après-midi pour parler de cette thématique. Alors moi, je vais avoir vraiment une approche assez transverse sur la question de par mon activité aujourd'hui au Mali. Donc, on accompagne des entreprises dans tous les secteurs d'activité et forcément, il y a un attrait qui est grandissant et un attrait qui a toujours été présent pour l'agriculture. Et donc, c'est un secteur qui est effectivement très porteur, qui est porteur parce que il y a des enjeux assez importants justement de suffisance. Allô? J'entends un écho. Il y a un micro. Non, c'est bon, je viens de couper les micros, pardon. Ah, ok, parfait.
Très bien. Donc, je disais voilà que l'agriculture en général revêt des enjeux assez importants pour toutes les questions d'autosuffisance alimentaire, mais aussi d'amélioration de la condition de vie et de nutrition des populations, mais également parce que l'agriculture est de toute façon un secteur qui est présenté comme l'un des secteurs les plus porteurs au Mali et en Afrique en général. Donc, sur la problématique, ou du moins la question de l'agriculture durable et le potentiel de création d'emplois, alors, il y a plusieurs points qui sont importants à noter. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a cette opportunité-là qui est présente de ne pas avoir à faire une transformation ou du moins un basculement vers l'agriculture durable qui soit contraint. Ce qui est le cas dans d'autres pays, notamment en Occident, où on voit qu'effectivement l'agriculture durable n'est plus seulement un choix, ça devient maintenant une nécessité. Donc on a l'opportunité ici en Afrique en fait d'adopter très rapidement et très naturellement en fait ces bonnes pratiques qui vont garantir justement donc une agriculture durable qui va être respectueuse de l'environnement, qui va être respectueuse des consommateurs, mais aussi et là, c'est très important aussi, un secteur qui doit aussi avoir, on va dire, une obligation morale qui est celle aussi de produire des emplois, de générer des emplois qui vont être durables, c'est-à-dire des emplois décents. Parce que lorsqu'on parle d'un secteur générateur d'emplois, effectivement, l'agriculture vient naturellement en première position. Mais ce qu'on constate aussi en Afrique et au Mali en général, c'est que très souvent, lorsque ce secteur-là ne garantit pas forcément un emploi stable et décent à tous les jeunes, notamment, qui veulent s'insérer dans ce secteur. Donc, à mon sens, l'agriculture durable a vraiment, on va dire, 3 dimensions importantes pour qu'elle puisse vraiment se déployer et être véritablement on va dire une manne de développement pour l'Afrique, c'est-à-dire qu'elle doit avoir l'aspect naturellement donc environnemental, l'aspect sanitaire, parce qu'elle doit aussi être au service du bien-être de la santé des populations, et l'aspect également développement humain, à savoir de générer des emplois qui vont être décents pour favoriser le développement humain. Ça, c'est pour le premier aspect et ce premier triptyque qui me semble incontournable. Ensuite, le deuxième point, c'est que sur cette question de l'agriculture durable, on est souvent confronté en tant qu'accompagnateur d'entreprise et même en tant qu'observateur même de l'écosystème, que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de petites entreprises confondent très souvent ces termes-là. Et ça a été évoqué notamment justement dans le panel de ce matin. On confond souvent les termes naturel, bio, durable, et on en fait un petit peu des synonymes à tort. Et donc, il est vrai qu'il y a aussi cette question-là d'amener justement de la technicité, d'amener les entrepreneurs, d'amener les entreprises à avoir une compréhension beaucoup plus fine et beaucoup plus professionnelle justement de ces termes. On va avoir par exemple des entreprises qui vont afficher sur leurs produits qu'elles proposent des produits bio. Et ensuite, lorsqu'on va un peu approfondir et qu'on regarde où est-ce que se situe justement cette dimension bio, très souvent on se rend compte que c'est finalement résumé à une production qui va limiter par exemple l'emploi, l'utilisation de produits chimiques. La question est de savoir maintenant, est-ce qu'on doit adapter, on va dire, cette question, ou du moins les critères du bio en Afrique pour avoir justement une définition qui soit purement africaine et adaptée en fait aux réalités locales, ou est-ce que l'Afrique justement doit se conformer à ce que le marché international, on va dire le marché non africain, considère comme étant bio. Donc, être bio avec toutes les certifications que ça
que ça implique, et également toutes les obligations que ça implique. Donc, est-ce que le marché africain doit finalement avoir sa propre logique du bio et du développement durable avec ses propres règles du jeu, ses propres termes de certification, ou alors est-ce que l'Afrique doit plutôt justement se positionner sur les critères internationaux? Si c'est la deuxième option qui est la plus porteuse, dans ce cas-là, il va y avoir tout un processus justement d'accompagnement des entreprises qui investissent dans l'agriculture durable pour qu'elles puissent effectivement se conformer aux règles du bio, notamment pour pouvoir aller vers l'exportation internationale et pouvoir effectivement être considérés comme des produits bio, tout comme des produits qui viendraient d'autres pays. Et donc, sur cette question-là, de cette confusion, mais également de cette problématique de quelle définition doit prendre l'Afrique, il y a aussi donc cette question effectivement d'amener à une meilleure compréhension et à une meilleure technicité sur la dynamique de l'agriculture durable. Ensuite, dernier mot avant de laisser la parole du coup à mes autres copanélistes. Il y a aussi donc une dernière dimension qui me paraît importante, c'est la question en fait de l'industrialisation, en fait du développement industriel dans les pays africains. En fait, quand on regarde les secteurs qui sont créateurs d'emplois, on voit aussi que ce sont aussi des secteurs qui sont créateurs de valeur ajoutée. L'agriculture durable plus précisément, est un secteur qui est créateur d'emplois, mais qui pourrait être encore plus créateur d'emplois si on inscrit l'agriculture durable dans une dynamique beaucoup plus globale de création de valeur à tous les niveaux. Je m'explique. En réalité, lorsqu'on parle d'industrialisation et notamment de transformation agroalimentaire en Afrique, il est important en fait de parler de toute la chaîne de valeur. Et je ne vais pas développer ce point-là parce que je pense que mes copanélistes iront beaucoup plus en détail sur cet aspect. Toute la chaîne de valeur qu'il y a, par exemple, autour d'une filière agricole. L'agriculture durable, à mon sens, c'est véritablement une agriculture qui va de critères que j'ai évoqués juste avant, mais du coup sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire depuis le champ jusqu'à la commercialisation du produit fini. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va pouvoir considérer qu'on est véritablement en train de changer en fait le paradigme sur l'agriculture et sur l'agriculture durable en Afrique, afin que toute la chaîne de valeur puisse effectivement se retrouver autour des valeurs justement de l'agriculture durable. On peut par moment avoir des produits qui ne sont durables qu'au moment de la production sur le champ. Là, effectivement, on va retrouver tous les critères de l'agriculture durable, une agriculture respectueuse de l'environnement et également respectueuse de la santé des consommateurs. Mais ensuite, lorsqu'on quitte cette étape-là, on se rend compte que, par exemple, à l'étape de l'industrialisation, on va perdre, on va dire, cette valeur-là, ou du moins cet argument durable, parce que dans les techniques de production, on va peut-être utiliser des produits qui vont potentiellement être nocifs ou dangereux pour la santé, ou alors on va retrouver des petites industries qui vont aussi avoir des modèles de fabrication ou alors d'emploi de leur main-d'œuvre qui ne va pas forcément être des critères de dignité, on va dire. Et donc là, quelque part,
on perd une grande partie de ce qu'est l'agriculture durable si on le place vraiment dans un champ très, dans une perspective plus globale que seulement la production agricole. Voilà ce que je voulais partager dans un premier temps. Je vais redonner la main à Alice du coup pour la suite des échanges. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Néné. Je vais passer du coup la parole à Alain en espérant que Georges, du coup, qui prendra la main ensuite, arrive à se reconnecter parce que j'ai l'impression qu'il a des petits problèmes de connexion. Alors, Alain Herbinet, donc lui, il est agriculteur dans le nord-est de la France. Il est président de l'AFDI Grand Est, donc il vous expliquera un petit peu plus précisément ce qu'est l'AFDI, vu qu'il intervient en ce nom-là. Il est secrétaire général de l'AFDI national, membre du bureau du GESCOD. Donc, GESCOD, c'est le RRMA comme l'association pour laquelle je travaille, Réseau Bretagne Solidaire, mais dans le Grand Est, parce qu'on est plusieurs assos en France à faire la même chose. Et puis, il y en a une douzaine. Et donc, Alain fait partie du bureau du GESCOD. Et puis, il est président aussi d'une coopérative agricole céréalière, la SCARA. Voilà, Alain, bah, c'est à vous. Bien, bonjour déjà à toutes et tous. Et puis, je voudrais tout d'abord remercier Néné Keïta des propos qu'elle a tenus parce que elle a déjà dit énormément de choses et ça résonne vraiment très juste à mes oreilles. À la fois en tant qu'agriculteur, à la fois en tant que responsable coopératif et puis à la fois en tant que responsable d'une ONG, d'une association qui s'appelle l'ABDI, Agriculteurs français et développement international, dont voilà, je vous expliquerai un peu les actions qu'elle mène aujourd'hui, notamment vis-à-vis de l'Afrique et du partenariat Afrique-Europe et Afrique-France. D'abord, dans un premier temps, je voudrais revenir sur la notion d'agriculture durable et je me retrouve complètement dans les propos qu'a tenu Néné, dans la mesure où si on pouvait la considérer à une époque comme respectant les fameux 3 piliers du développement durable qui étaient les piliers environnementaux, sociaux et économiques, je pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt la voir comme un reflet ou comme elle devrait être le prisme des fameux 17 ODD des Nations Unies. Et je pense que nous pensons aujourd'hui globalement qu'il n'y a d'agriculture durable qu'ici à s'inscrire dans cette logique à la réponse de ces fameuses ODD, que ce soit la lutte contre la pauvreté, que ce soit la nourriture, que ce soit l'emploi. Et c'est là où, encore une fois, je me retrouve complètement dans les propos Néné, dans la mesure où on ne peut pas considérer l'agriculture durable uniquement sous l'angle de la production. Il faut y voir tous les maillons de la chaîne agricole et qui partent, alors il ne faut pas l'oublier, qui partent de la recherche, qui partent de la recherche agronomique, qui partent de la recherche génétique, qui partent de l'approvisionnement en intrants, que ce soit des intrants naturels ou que ce soit des intrants de synthèse, qui passe également donc par la production, par la conservation, la transformation et la commercialisation. Je pense qu'il n'y a d'agriculture durable et surtout de durabilité de l'agriculture que si tous ces maillons-là qui contribuent finalement à une alimentation durable, parce que l'agriculture durable n'a de sens que lorsqu'elle produit une alimentation durable. Donc tous ces maillons doivent être pris en compte et doivent, comme l'a dit Néné aussi, être de leur côté même durables. Et c'est bien la consolidation de toute la durabilité des maillons qui va faire qu'à un moment donné, la chaîne de production agricole ou la chaîne de l'agriculture durable va produire une alimentation durable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, je le disais à l'instant, en fait, l'objectif de l'agriculture durable, c'est bien de produire de l'alimentation durable. Il ne faut pas oublier que l'agriculture, si elle nourrit d'abord ses propres producteurs, elle a aussi vocation à nourrir ceux qui ne produisent pas. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de se pencher et d'inciter les consommateurs et les citoyens à se pencher sur la nature même de leur alimentation,
d'où elle vient, pourquoi elle coûte si peu cher ou très cher, en fonction de la vision qu'on a et de son pouvoir d'achat. Pourquoi elle est issue d'une filière locale, pourquoi elle est issue d'une filière plutôt basée sur l'importation ou l'exportation, ça dépend du côté auquel on se situe. L'agriculture durable, c'est aussi de demander aux consommateurs et aux citoyens à un moment donné de s'interroger, de prendre le temps de réfléchir sur ce qu'elles consomment, sur ce que nous consommons globalement. Et donc, sur les impacts que notre alimentation peut avoir sur la production, sur l'emploi, j'insiste également avec Néné sur des emplois décents, des emplois qui nourrissent. Et donc, bien comprendre, bien assimiler le fait qu'on a une alimentation durable quand, encore une fois, les différents maillons qui la produisent et qui la commercialisent, qui la mettent à disposition du consommateur, ont pu générer à chaque moment et pour chaque maillon de la chaîne de la valeur, du respect et une préservation de l'environnement et des biens communs. Voilà. Donc voilà un petit peu comment, dans un premier temps, on pourrait illustrer ce qu'est une agriculture durable au sein et au service d'une alimentation durable. Voilà, donc bon, je voudrais que si Georges pouvait également apporter sa contribution à ça, ce serait super. Mais je crois qu'on l'a un peu perdu. Je crois qu'il a des problèmes de connexion, donc on va attendre quelques instants avant de lui redonner la parole. Je ne sais pas si vous voulez ajouter d'autres choses ou Néné. Peut-être qu'en attendant, les participants auraient déjà des questions. Ou si Néné veut compléter. Alors, moi, je rejoins totalement les propos de M. Herbinet. Après, je pense que, effectivement, là où il y a une vraie question, notamment en Afrique, c'est justement sur la capacité à pouvoir maîtriser, en fait, je ne sais pas si ça dit, la durabilité, en fait, sur toute la chaîne, de valeur, et d'avoir vraiment accès, en fait, à de l'expertise sur ces questions. Et c'est vraiment ça aussi que le consortium que nous représentons aujourd'hui, Africa for Good, va aussi essayer d'apporter, c'est-à-dire d'apporter justement cette expertise qui peut être manquante sur justement la capacité à pouvoir accompagner des entrepreneurs agricoles pour pouvoir mieux intégrer les critères et les exigences de l'agriculture durable dans leurs projets ou alors même dans l'amélioration de leur production durable si c'est dans leur souhait. Voilà. Je pense que Georges nous a rejoints. Georges, vous êtes là? Bon, il fallait bien qu'il y ait un petit problème technique dans la journée, sinon ça n'aurait pas été drôle. Ah, Georges s'est déconnecté. Sinon, je peux... je regarde le micro. Alain, je vous invite à reprendre la parole hein, si jamais. Sinon, on a une question. Alors peut-être Alain ou Néné, vous pourriez y répondre en attendant que Georges arrive à se reconnecter. Est-ce que l'agriculture durable est une plus-value pour les produits africains pour leur permettre de mieux se vendre en dehors du continent? Néné, je te laisse répondre en premier. Oui, pas de problème. Alors, c'est une très bonne question parce qu'il est vrai que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'en Afrique, par exemple, le label bio ou naturel n'a pas encore le même poids
qu'ils pourraient avoir en fait sur le marché international. Du bio certifié, par exemple, en Afrique ne va pas avoir la même valeur, la même puissance économique que ça pourrait, que ça pourrait avoir en France. Et donc, effectivement, c'est une valeur ajoutée pour le marché, on va dire, continental de manière assez timide, mais du coup, pour le marché international, c'est déjà le cas. Et donc, effectivement, c'est intéressant si, dans le cadre de projets agricoles, si vous souhaitez intégrer la dimension bio, effectivement, ça vous donnera des chances d'être beaucoup mieux reçu sur le marché, les marchés internationaux. Oui, juste pour compléter ce que vient de dire Néné, souvent on parle, la première question qu'on se pose, c'est à qui on parle et avec qui on commercialise. Et aujourd'hui, et comme l'a dit Néné tout à l'heure, il y a notamment au niveau de l'Europe et de la France en particulier, une réelle volonté politique et réglementaire d'aller vers une agriculture, alors, on peut l'appeler durable, on peut l'appeler agroécologique, en tout cas une agriculture qui est très différente de celle qui est pratiquée de manière conventionnelle, comme on dit, depuis quelques décennies. Et en utilisant beaucoup moins de pesticides, en utilisant beaucoup moins d'engrais de synthèse, etc. etc. Donc, il y a effectivement la volonté française et européenne d'aller vers une agriculture et une consommation donc alimentaire qui soit issue d'une agriculture plus durable. Il est donc évident que de plus en plus, les produits qui seront importés en Europe et en France devront également être issus d'une agriculture alors durable, agroécologique. Encore une fois, les termes varient selon les moments et selon les origines. Mais en tout cas, une agriculture qui respecte certains critères. Et on entend de plus en plus parler aujourd'hui, notamment en France, de ce qu'on appelle les clauses miroirs, où les conditions de production des produits importés devront être en phase avec les conditions de production qui sont celles qui sont pratiquées, notamment sur le continent européen, enfin dans l'Europe à 27 et plus particulièrement en France. Donc cette notion de clause miroir, à un moment donné, va certainement s'imposer. Elle est aujourd'hui en discussion, mais elle sera de plus en plus présente dans les négociations commerciales. Et puis le deuxième point, hein, c'est qu'à partir du moment où on veut s'implanter sur un marché, notamment de l'Afrique vers la France ou de l'Afrique vers l'Europe, il est important de veiller à ce que les normes de production, et tout à l'heure Néné parlait du bio, les normes de production bio soient par exemple les mêmes que celles pratiquées en France, parce qu'elles permettent là un accès au marché plus facile et plus direct. Alors, voilà, ce qu'il faut retenir, pour moi, on part bien du marché, à qui on parle, et une fois qu'on a trouvé à qui on parlait, à qui on voulait parler, à qui on voulait s'adresser, et bien à ce moment-là, on met en place les moyens de production ou la production qui correspond à ses besoins. Merci beaucoup, Alain. Georges, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Je vous invite à allumer votre caméra alors. Je crée juste ceci parce que je suis au Burkina Faso, la connexion est tellement faible, mais je pense que ça va. Sinon, coupez votre caméra, l'important c'est de vous entendre. Bon, on a reperdu. C'est allumé. Ah oui. Est-ce que vous me recevez? Oui, là, on vous entend. Là, on vous entend. Allez-y. Oui, c'est bon? Oui. Allô? Bon.
Apparemment, non. Peut-être qu'en attendant, Alain et Néné, si ça vous va, on continue avec les questions qui ont été posées par les participants. Donc, on a une question sur l'obtention du label agriculture durable. Quels sont les labels en fait qu'on doit obtenir? Est-ce qu'il faut certifier lorsque son agriculture est durable au même titre que quand on certifie bien un label bio? Et qu'est-ce qui doit être certifié dans sa production? Je répondrai juste pour la partie France, hein, la partie Europe. Aujourd'hui, il n'y a pas de label officiel qui qualifierait ou qui certifierait une agriculture durable. On connaît le label bio. Aujourd'hui, il émerge en France et en Europe ce qu'on appelle le label HVE, le label haute valeur environnementale, qui correspond à une certification environnementale, qui se rapproche un peu d'une agriculture durable, mais qui ne prend pas en compte certains aspects liés à certaines pratiques. Donc, hormis le bio, qui est vraiment aujourd'hui un label certifié et reconnu, il n'y a pas d'autres, à ma connaissance, d'autres labels internationaux qui seraient certifiables et valorisables, surtout valorisables, parce que c'est ça qui est important, valorisables dans d'autres situations. Néné, est-ce que vous voulez parler peut-être plus du point de vue africain? Alors oui, donc moi, à ma connaissance, je ne connais pas encore de label, on va dire, agriculture durable africain. Mais effectivement, ce que je vois et ce que Alain a mentionné, c'est qu'il y a ces clauses miroirs qui sont de plus en plus présentes, et notamment pour les transformatrices qui sont dans les cosmétiques, où on va par exemple demander au labo qui va certifier leurs produits, aux laboratoires qui vont certifier leurs produits, d'avoir les mêmes normes ISO que les laboratoires en France pour pouvoir déjà prétendre à une exportation qui sera en phase avec les normes françaises. Donc, du coup, j'ai plus l'impression que les normes, en tout cas, qui s'imposent sont des normes étrangères, dans le sens en dehors du continent, mais un intérêt grandissant pour la question en Afrique. Et aussi pour rebondir sur la réponse d'Alain un peu plus tôt, il y a par exemple des filières, ou du moins des produits comme le fonio, le moringa ou le karité, qui sont en très grande demande en Europe notamment, et qui gagnerait justement, si elle vise l'exportation, justement à tout de suite rentrer dans une logique d'agriculture durable pour qu'elle puisse effectivement faciliter leur entrée sur le marché, et surtout surfer sur cette vague, sur cette tendance aussi qui fait que le bio, par exemple, est devenu véritablement un argument commercial de poids. Pour permettre de rebondir sur ce que vient de dire Néné, vraiment très intéressant. L'accès, alors, dans un premier temps, je dirais le premier débouché d'une production, alors qu'elle se situe en Afrique ou qu'elle se situe en Europe ou en France, son premier débouché, c'est le marché local, c'est le marché de proximité, c'est le marché de la ville d'à côté, c'est le marché urbain, pour moi, c'est la première étape d'une agriculture durable, agroécologique, etc. C'est de limiter, autant que faire se peut, les kilomètres superflus pour aller commercialiser son produit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'à partir du moment où on s'intéresse à des marchés plus lointains, et Néné disait tout à l'heure, parlait du fonio, du karité et d'autres, en dehors du label bio, il y a aussi aujourd'hui peut-être à imaginer comme on le trouve dans certains pays, je pense au Maroc, que je connais un petit peu, des indications géographiques d'origine, des IGP, des AOP, des AOC, tout un label plutôt d'origine qui permet à un moment donné de mettre en valeur
une production avec à la fois un critère qui doivent être respectés et qui permettent donc à un moment donné de pouvoir s'introduire, enfin, c'est pas s'introduire, mais s'immiscer dans des marchés d'export à travers une certification là plus produit qu'une certification plus pratique. Le bio ou la durabilité, on est dans les pratiques. Après, sur des certifications d'origine, on est sur des certifications de produits. Et là, ça peut être vraiment intéressant, effectivement, que les filières qui s'intéressent à ces marchés s'organisent pour faire reconnaître voilà, des certifications d'origine. Et je voulais également ajouter quelque chose qui est en train de m'échapper, mais ça me reviendra tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Est-ce que Georges, du coup, vous êtes de retour avec nous? Oui, je suis là. Ah, super. Bon, on vous écoute alors. Ah oui, merci. Bon, j'ai manqué énormément d'interventions, mais par contre, je rebondis là où je pris le truc en marche, les échanges en marche. En Afrique, je pense qu'il y a vraiment une dynamique qui s'installe au niveau de la production naturelle, de la production bio. Déjà, les jeunes, même les jeunes entrepreneurs que nous encadrons, tous, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Burkina Faso, où je suis actuellement, nous parlons déjà de l'agriculture de transition. Et là, je rejoins ceux qui disent que les terminologies sont diverses. Et ici, c'est plus l'agriculture de transition. Et on a essayé de développer avec quelques autres structures le label SPG, qui est le système participatif de garantie. Et c'est les producteurs, les coopératives qui s'organisent pour définir un cahier des charges avec un engagement pour des suivis, des contrôles intempestifs à tout moment. Et donc, si tu arrives à respecter ce cahier de charges, donc tu intègres ce label qui est juste une convention entre les parties prenantes et pour produire selon un système participatif de garantie déjà validé par les membres du réseau. Et concernant aussi les possibilités pour les agripreneurs africains d'accéder au marché européen, je pense que les filières parlent en conséquence de cause et en connaissance de cause. Déjà, à Caille, la filière Baobab, l'agroforesterie, a une très, très dynamique parce qu'il y a une forte communauté malienne installée en France et qui demande plus les produits et de, je ne sais pas, tout ce qui peut être demandé sur le marché africain et il crée des circuits parallèles comme ça. Mais les normes sanitaires, les contrôles, tout ceci, il y a quelques agences, quelques cabinets qui commencent déjà à s'intéresser à ces démarches pour labelliser ces produits. Et la dynamique est toujours en cours, plus précisément sur la filière mangue, le baobab et d'autres produits, surtout karité. Et les ONG ont mis assez de fonds pour organiser les producteurs et les acteurs de la filière karité en interprofession et leur doter d'un moyen afin d'aller vers une démarche qualité reconnue et respectée en Occident. Allô? Oui, oui, Allô? on vous entend toujours. OK. Donc, sur ce Et point, n'hésitez c'est pas, ce Georges, que à vous je présenter fais. du coup, parce que j'ai pas pu faire la petite introduction. Donc, si vous pouviez peut-être présenter votre structure aussi. Voilà, merci. OK, merci beaucoup. Moi, c'est Georges Akibodé. Je suis d'origine togolaise. Je travaille au Mali depuis 2002, bientôt 20 ans, novembre 2002. Je suis le coordinateur du projet Entrepreneuriat agricole des jeunes, une initiative financée par la DECI Monaco. Nous
sommes plus actifs dans la formation et l'insertion des jeunes et aussi coordinateur d'un projet qui s'appelle Chance au retour. C'est le projet de la Fondation pour l'égalité des chances pour faciliter le retour, l'installation des migrants. Et nous travaillons dans ce cadre plus avec les associations villageoises qui essaient de recueillir au sein de leur communauté les autochtones qui sont déjà allés à l'aventure et surtout les dissuader de prendre la voie dangereuse de la migration qui est par l'océan. Donc, je suis actuellement au Burkina Faso dans le cadre des activités du PIJA, qui est le projet d'insertion des jeunes en agro-business. Notre cible, c'est essentiellement la jeunesse, parce que nous sommes convaincus que 90% des difficultés que l'Afrique rencontre est due aussi à l'oisiveté, le chômage au niveau de la jeunesse et que si nous arrivons à créer un emploi durable et décent pour les jeunes, surtout dans la mine d'or, la mine qui est l'agro-business, l'entrepreneuriat agricole, et nous aurons quand même pu résoudre 90% des difficultés que traversent actuellement nos continents. Allô? Merci. Du coup, vous pouvez reprendre le troisième point où vous en étiez. Merci. OK. Les autres questions, je ne les avais pas trop suivies. Si je peux les avoir, s'il vous plaît. Alors, en fait, si vous cliquez sur l'icône Q et R en bas à gauche, les questions vont s'ouvrir. Ouais. Ah ouais, quelle est la part du marché bio en Afrique? Oui, la part du... Bon. Actuellement, nous constatons l'émergence d'une classe moyenne qui est très exigeante et au niveau de tout ce qui cette classe consomme. Donc, conventionnel que nous connaissons, il n'y a pas d'études assez contre, on peut dire vaguement, parce que si je donne, vont poser des questions, donc je peux juste dire que c'est en augmentation, c'est en croissance et c'est une dynamique qui est lancée durablement. Déjà qu'il y a un réseautage fort, une nouvelle connexion qui se fait entre les producteurs et les distributeurs qui commencent à voir leur part du marché s'amenuiser et tout le monde va vers les intrants bio, la production des tout ce qui est lié au compostage. Donc, la dynamique est assez lancée. Mais donner une part réelle, je pense qu'il n'y a pas encore eu d'études crédibles là-dessus. Donc, y a-t-il un lien entre l'agriculture et le commerce équitable? Et en Afrique, est-ce que la plupart de nos produits ne sont pas déjà bio? Oui, bon, déjà, la deuxième question, en Afrique, est-ce que la plupart de nos produits ne sont déjà pas bio? C'est ce que nous croyons et on le dit régulièrement, mais en réalité, les exigences du bio sont au-delà de la production naturelle. En Afrique, bon, je sais que dans les villages les plus reculés, c'est la première fois qu'on utilise cet terre à l'agriculture. Les terreaux sont disponibles, assez fertiles. La combinaison des espaces d'élevage qui servent aussi d'espace de production et cette intelligence entre les éleveurs et les producteurs donne aussi suffisamment de garanties pour la production naturelle. Mais le bio, c'est assez bon. Les intrants doivent être bio, les semences qui viennent, qui arrivent, doivent être bio et aussi il y a un problème d'espace et d'environnement et parce que tous tes voisins quand même
les fermes proches, les fermes environnantes doivent aussi être dans cette dynamique. Donc, dire que nous produisons déjà bio, je pourrais dire nous produisons déjà naturel. Donc, y a-t-il un lien entre l'agriculture bio et le commerce équitable? Le commerce équitable, il peut avoir un lien selon moi, mais bon, le commerce équitable, c'est toute une autre démarche. Le, le commerce bio peut ne pas, l'agriculture bio peut ne pas rentrer dans la dynamique du commerce équitable, peut ne pas rentrer dans la dynamique du commerce équitable et vice-versa aussi. Mais par contre, je pense qu'il est très important que le consommateur comprenne que c'est très onéreux la production bio. Donc, du coup, les gens commencent à intégrer le fait que pour mettre à l'aise le producteur, pour lui donner plus de force, de motivation pour continuer dans cette démarche de production naturelle et bio, il faut déjà sensiblement revoir le prix des choses. Et là, énormément d'acheteurs qui ont la certitude que les produits proviennent des zones de production bio sont déjà prêts à fournir l'effort nécessaire et acheter légèrement plus cher que le coût du marché. Merci beaucoup, Georges. Avant de passer aux deux dernières questions qui sont posées, il y a un autre intervenant, Denis Deschamps, qui souhaitait intervenir rapidement sur la question. Du coup, Denis, je vais vous inviter à prendre la parole. Et puis ensuite, on passera pour vous tous, pour tous les intervenants, aux deux dernières questions qui sont assez intéressantes. Voilà, Denis, c'est à vous. Bonjour et merci beaucoup Alice. Présentez-vous bien au début parce que je suis Denis Deschamps, je suis le délégué général de la CPCCAF, qui est la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. C'est un réseau qui anime l'ensemble des chambres de métiers, chambres d'agriculture, chambres de commerce et d'industrie dans l'ensemble francophone. Nous avons 130 chambres dans 32 pays et notre intervention se traduit par du renforcement de capacité de chambre à chambre pour que ces chambres apportent un meilleur service aux entreprises et au secteur privé, parce que nous sommes convaincus que le développement africain passe par le développement de l'entreprise et du secteur privé. Nous menons en ce moment des actions, parce que la thématique de cet atelier, c'est développer et identifier des filières génératrices d'emplois. Nous développons en ce moment des actions avec le soutien de la Commission européenne, dans le cadre du programme Archipelago, programme européen Archipelago, qui vise à favoriser, développer des actions de formation professionnelle et d'insertion économique autour de métiers, dont des métiers agricoles. Par exemple, au Tchad, nous avons développé toute une action autour des semences, du développement des semences, également au Ghana, et sur d'autres sujets agricoles, au Cameroun sur la filière laitière et exploitation des bovins. Donc, nous avons différents, et de transformation également agricole. Alors, nous sommes absolument persuadés, en effet, je vais être très bref, nous sommes absolument persuadés, en effet, que le développement africain repose d'abord sur le secteur privé, mais il repose aussi essentiellement sur l'agriculture et la transformation des produits agricoles et le renforcement des chaînes de valeur pour que la transformation se fasse en Afrique et au bénéfice des populations africaines. Alors, l'agriculture durable est un des objectifs. Dans le cadre des programmes que nous allons mener, nous veillons tout particulièrement à intégrer les objectifs de développement durable dans les activités qui sont menées par les entreprises. Voilà, vous avez toutes les informations sur notre site CPCCAF, c'est cpccaf.org. Et puis, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Je signale simplement que la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Armor, qui vous héberge en ce moment, qui est partenaire de l'opération, est un de nos membres, qui développe aussi une coopération très importante avec la CCI de Thiès au Sénégal, également avec le Congo et d'autres pays de notre champ.
Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, beaucoup à Alice. Merci beaucoup à Christian Jarin de m'avoir accordé ces quelques minutes d'intervention. Je termine. Merci Denis. Du coup, je vais revenir un peu aux questions qui ont été posées par les participants, dont l'une qui reprend un petit peu ce qui a été dit avant par Néné, Alain et puis et Georges aussi. Donc que ça se fait de plus en plus naturellement, que la sensibilisation est faite vraiment de manière naturelle, mais comment faire comprendre à une population à majorité pauvre que l'agriculture respectant et protégeant la planète est préférable à une agriculture à utilisation d'engrais chimiques, quand pour eux, ces engrais chimiques signifient une plus grande et rapide production. Est-ce qu'il y en a l'un de vous qui souhaiterait répondre à cela? C'est un peu le paradoxe de ça se fait naturellement, on a tous envie de le faire, mais d'un autre côté, c'est moins cher, c'est plus rapide. Quelle solution en fait trouver à ça, ou proposer en tout cas? Alain? Oui, je vais commencer, mais c'est une question très, très large et à laquelle il n'est pas très évident de répondre. J'avancerai deux, trois points sur cette question. Le premier, c'est il ne faut pas, enfin, il faut veiller à ce que l'alimentation soit accessible à tous. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'ai fait le plus facile. Quand je dis accessible à tous, c'est qu'on doit pouvoir aujourd'hui promettre, et non seulement promettre, mais mettre à disposition du consommateur une alimentation riche et variée. Et j'allais dire accessible, quel que soit son pouvoir d'achat. Et c'est là où quelquefois le bas peut blesser. Qu'à un moment donné, et c'est un petit peu le sujet du bio qui a été un petit peu abordé. J'en profite pour faire une parenthèse sur le bio. Je n'oublie pas qu'en France, je connais que les chiffres français, le bio, c'est seulement 5% de l'alimentation globale de la population française. Donc, quand on parle de bio, on ne s'adresse qu'à 5% d'une population. N'oublions pas les 95% qui n'en consomment peu, qui ne consomment pas, ou très très peu. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, ça veut dire que quand on s'adresse à une population diverse et variée, avec des pouvoirs d'achat encore une fois diverses et variées, il faut être en capacité de pouvoir proposer des produits qui soient accessibles à tous. Ça veut dire aussi que quel que soit le mode de production, et aujourd'hui, comme ça a été dit, je pense que un certain nombre de pays ou de producteurs des pays africains produisent de manière naturelle parce que de toute façon, c'est le mode de production le plus rentable économiquement, c'est le mode de production le plus résilient, économiquement, environnementalement et socialement, parce qu'il nécessite le moins d'investissement possible. Et donc, quel que soit j'allais dire, le niveau de récolte ou le niveau de production atteint, au moins il reste rentable pour le producteur. Pour autant, le sujet de la formation, le sujet de l'éducation, le sujet de la prise en compte de l'agriculture dans la formation agricole, le statut d'agriculteur, le statut de paysan, qui donne une reconnaissance sociale au monde agricole, le statut du foncier, etc. Ce sont des éléments qui demain, et qui aujourd'hui et surtout demain, doivent permettre à la production de pouvoir s'épanouir et de pouvoir comprendre pourquoi on produit de manière naturelle ou bio, pourquoi on produit de manière un peu plus chimique, parce qu'on s'adresse à un marché différent, parce qu'on a des consommateurs qui sont plus intéressés par le prix que par les qualités de production. Encore une fois, je pense qu'il est important de bien comprendre qu'on ne produit que pour un marché, on ne produit que pour des consommateurs et qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait corrélation entre le besoin du consommateur et la capacité du consommateur à avoir accès à un produit et la production qui doit être en face par rapport à ça. Donc, attention à ne pas s'enfermer dans des modèles, attention à ne pas s'enfermer dans des schémas uniques, tant de pensée que de production, et veillons à ce que notre ouverture et l'ouverture qu'on peut donner au monde agricole, que ce soit dans la production, dans la transformation, encore une fois, dans la commercialisation,
répondent bien aux préoccupations d'une majorité, d'une très large majorité de la population qui, encore une fois, va choisir sa consommation en fonction de son pouvoir d'achat. Est-ce que Néné ou Georges, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, merci beaucoup. J'ai bien aimé l'intervention et parce que la réalité est que en Afrique, nous faisons face à deux challenges, la sécurité alimentaire et la sûreté alimentaire. Donc, du coup, produit forcément bio n'est pas destiné au marché global africain parce que le pouvoir d'achat, vraiment, comme il a si bien dit, le pouvoir d'achat détermine le choix du consommateur. Aujourd'hui, on a des sécurités un peu partout et dans le Sahel, les producteurs n'arrivent même pas à aller dans le champ dans certaines zones. Les fermes sont brûlées, les productions sont brûlées. Donc, la petite portion sécurisée où nous produisons, on ne peut pas forcément se permettre de s'engager dans la dynamique bio pour le moment. Donc, c'est vrai, il y a une réalité, il y a un marché, il y a une classe émergente qui demande la production bio. Mais par contre, le grand marché, 80% du marché, pour ne pas dire 90% du marché, ne veut que manger, avoir quelque chose dans le grenier, avoir quelque chose au niveau du panier de la ménagère. Donc, du coup, le challenge, si on veut faire du business avec l'agriculture, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, la production durable n'est pas aussi la priorité, la principale priorité des producteurs africains si on veut servir le marché africain. Et aussi, disons que nous, des fois, il nous arrive de constater qu'on s'engage très bien pour une bonne cause, mais on a du mal à expliquer la cause. Moi, la fois que nous parlons aux producteurs en leur disant, produisez pour protéger la nature, pour ne pas détruire la planète, est-ce que c'est ça leur principal souci? C'est ça, je fais. Mais produisez, parce que produire dans une démarche d'agriculture de transition, c'est bon pour votre propre santé et c'est bon pour la population. Et c'est une basse santé, alors ils deviennent plus accessibles à ces gens d'information. Donc, moi, j'invite ceux qui sont toujours en contact avec la majorité des producteurs de plus mettre l'accent sur la nécessité de produire pour protéger l'espèce humaine, l'être humain, le marché, le consommateur et que ça a une influence directe sur leur santé. Mais protéger la planète, on a tellement, tellement de problèmes que ça devient de plus en plus inaudible, cette volonté de vouloir protéger la planète parce qu'eux-mêmes, ils cherchent d'abord à se protéger. Donc, c'est ça que je voudrais ajouter. Merci. Et dans ce cas, comme enfin, vous dites donc que produire durable, finalement, coûte un peu plus cher, mais c'est pas grave parce que ça reste une priorité. Est-ce que l'un d'entre vous sait s'il y a des subventions pour se lancer dans l'agriculture ou l'élevage durable? Euh, alors, la question disait elle se demandait s'il y avait en Afrique et en Côte d'Ivoire, s'il y a des aides financières pour pouvoir se lancer et faire qu'il y a le modèle économique. Ah oui, il y a énormément d'appels à projets. Ah oui, il y a des appels à projets qui s'orientent directement sur l'agriculture durable, l'agriculture biologique, un marché bio. Et il y a, moi, même j'ai des liens que après je peux partager avec vous. Il y a des appels même en cours actuellement. Mais sauf que la réalité est qu'on pense produit bio,
Mais respecter ce cahier des charges, on va te donner le cahier des charges, tu vas comprendre que c'est assez excessif de dire que tu produis bio, mais par contre, tu es dans une démarche de production durable, de production naturelle. Mais le cahier des charges, ça serait vraiment dur pour lui de Les cahiers des respecter charges, c'est pour être bio, mais pas durable. Et oui, oui, c'est pour produire bio. C'est pour produire bio, mais du produit durable, je pense que c'est plus accessible à notre niveau. Et surtout, je reviens aussi en disant notre challenge aujourd'hui en Afrique. Imaginez que selon la priorité actuelle du gouvernement malien, c'est d'arriver à avoir 550 000 tonnes de riz pour l'année. Parce que dans les zones de production rizicole, les bassins de production et l'insécurité s'est installée du tonne de riz qu'on attend, on n'a pas pu atteindre la moitié. Donc là, dans ce contexte, produire durable devient inaudible. Et je parle aussi sur les demandes en termes de produits laitiers, c'est la même difficulté. Les éleveurs se sont confrontés à de graves crises d'insécurité. Il y a eu même des face-à-face directs entre producteurs et éleveurs, des conflits très, 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 très intenses. Et ce qui fait que la demande même en produits laitiers, on était déjà dépendant, déjà 40%, mais maintenant on va jusqu'à 50-55%. Donc la demande est encore très élevée. Et là, maintenant, l'urgence, c'est d'apporter quelque chose à manger. D'abord aux populations et après lancer la situation d'insécurité, volonté de produire et de respecter la nature. Merci beaucoup, Georges. Néné, vous accompagnez aussi les entreprises de ce secteur-là. Est-ce que vous avez des recommandations sur les financements et financeurs dans ce domaine qui pourraient aider à déployer l'agriculture durable? Alors, juste avant de répondre à la question, je voulais aussi juste réagir aux précédentes questions. D'abord, sur tout ce qui a été dit, je pense qu'effectivement, d'un point de vue macro, en fait, l'Afrique navigue entre deux flots. Il y a le flot, effectivement, qui est celui de la priorité et de l'urgence de l'autosuffisance alimentaire, qui va plutôt pousser les producteurs vers une agriculture totalement productiviste. Et de l'autre côté, on a aussi cet appel fort vers le bio, vers des produits qui seront beaucoup plus respectueux de l'environnement et de la santé. Et en même temps, on va dire qu'on a du mal en fait à concilier les deux. Si tant est qu'ils étaient conciliables, mais en tout cas, c'est l'une des grandes difficultés aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, la priorité en Afrique, c'est de réussir, comme l'a dit Georges juste avant, c'est de réussir à nourrir la population. Et nourrir la population, on entend très peu, ou en tout cas, on n'entend pas suffisamment dans cette urgence-là l'aspect qualité. C'est-à-dire qu'il faut nourrir la population, mais on ne va pas mettre l'accent sur la manière dont il faut justement nourrir ces populations. L'intérêt, l'importance de nourrir la population avec des produits, de qualité. Et après, on est aussi dans un autre paradoxe. Là, par exemple, sur le Mali. Le Mali est l'un des producteurs les plus importants en termes sur le coton. 98% du coton est exporté à l'international et transformé à l'international. 2% seulement est transformé localement. Et il se trouve qu'en réalité, en fait, le marché malien vend
et ensuite rachètent du coup des vêtements, les vêtements qu'on porte sont en grande partie aussi faits avec du coton malien. Et là, encore une fois, pareil sur le marché, sur la production du coton, c'est une agriculture, c'est une production qui est totalement productiviste, qui est très certainement qui va dégrader la qualité des sols, voire même la santé des producteurs. Mais là, encore une fois, on est poussé par cet enjeu économique et financier qui est celui que le coton reste la manne financière principale du Mali à côté avec l'or. Donc voilà, voilà, on navigue entre ces deux flots-là et en réalité, on voit très bien que la priorité, c'est vraiment l'agriculture productiviste qui a montré ses limites, qui a montré ses risques aussi à l'échelle en dehors du continent. Mais malheureusement, aujourd'hui, le continent n'est pas encore suffisamment équipé matériel pour pouvoir garantir cette agriculture durable et aussi équipée d'un point de vue technique, d'un point de vue de connaissance et d'expertise pour pouvoir accompagner justement cette agriculture de transition que Georges a évoquée. Maintenant, sur la question, désolée pour ce premier interview. Oui, donc sur le financement des entreprises agricoles ou du moins plutôt des entreprises de transformation agroalimentaire, parce que nous, au sein, notre cabinet va vraiment essayer de pousser justement les porteurs de projets agricoles à aller plutôt vers des projets de transformation agricole, parce que c'est là qu'il y a plus de valeur ajoutée et donc par ricochet, donc également plus de marge, marge bénéficiaire, également plus d'impact d'un point de vue de création de la création d'emplois. Et donc nous, ce qu'on constate surtout, c'est qu'aujourd'hui, les instruments financiers, et là c'est véritablement le paradoxe, on est dans un contexte sur un continent avec énormément de potentiel agricole, le Mali en fait partie, mais néanmoins, nous n'avons pas les instruments financiers adaptés pour pouvoir véritablement accompagner la croissance d'une entreprise agricole ou d'une entreprise qui est dans la transformation agroalimentaire. Je m'explique, on va avoir énormément, par exemple, de banques, des banques qui vont être des banques commerciales, spécialisées même dans le domaine agricole, mais qui vont proposer des produits financiers classiques, c'est-à-dire des crédits avec un échéancier classique, avec des taux d'intérêt aussi qui défient les taux d'intérêt qu'on peut retrouver en France, par exemple. Mais la difficulté de cette réalité, c'est que finalement, ces produits ne vont pas, par exemple, s'adapter à la saisonnalité de certaines activités. Donc, on va accompagner une entreprise vers l'obtention d'un crédit agricole, mais très vite, on va se rendre compte que l'entreprise véritablement à accueillir, intégrer ce crédit. En réalité, ce crédit risque d'être véritablement le coup fatal qui peut être porté à l'entreprise pour des raisons qui en plus ne sont pas véritablement à la portée de l'entreprise. Aujourd'hui, on est frappé par le changement climatique, qui fait que forcément, ça dérègle les cycles de production, ça dérègle les rythmes de production. On est aussi frappé par une dégradation en fait justement constante de l'environnement, l'incivisme et le manque de régulation en fait du marché et de la production agricole qui font que les terres sont de moins en moins fertiles. Et une entreprise qui va aller par exemple prendre un crédit bancaire dans une banque classique, on va dire,
peut être véritablement quasiment sanctionné à cause d'une mauvaise adéquation entre l'instrument financier qu'il va choisir pour son développement et la nature de son activité. Donc, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, on a encore un écosystème qu'il faut vraiment structurer pour qu'il puisse répondre en fait aux spécificités de l'agriculture et de la production agricole. Malheureusement, aujourd'hui, l'écosystème n'est pas encore, l'écosystème, on va dire, local n'est pas encore suffisamment structuré, n'est pas encore suffisamment mûr pour apporter des solutions efficaces à ces problématiques. En revanche, on a tout de même des ONG, des organismes de coopération internationale qui interviennent dans ce domaine, notamment en proposant des subventions, en proposant également de l'accompagnement non financier à travers des formations techniques, des formations professionnelles dans ce domaine-là. Mais encore une fois, c'est véritablement extrêmement complexe d'accompagner la croissance d'une entreprise agricole si elle n'ajoute pas des dimensions d'innovation, des dimensions de qualité qui va véritablement permettre à l'entreprise d'avoir un modèle économique robuste et d'avoir un produit surtout robuste qui ne sera pas victime, on va dire, des aléas climatiques et d'autres aspects qui peuvent leur être fatals. Merci beaucoup, Néné. Pendant que on a une question pour vous, qui est celle de, est-ce que vous pourriez détailler les différences entre les notions du naturel, bio et durable? Alors, est-ce que je vais relancer la balle à Alain ou à Georges pour des questions d'expertise, du coup. Alain, oui, vous en aviez parlé au début de votre présentation. En fait, la réponse pourrait être la suivante, parce que je pense que chacun a un peu sa réponse à cette question. L'agriculture bio fait partie de ce qu'on peut appeler d'une agriculture durable. Parce que derrière le mot agriculture durable, l'agriculture biologique est une composante de l'agriculture durable. La composante certainement que certains considèrent comme la plus aboutie. Après, l'agriculture naturelle, aujourd'hui, n'a pas vraiment de définition très précise, ou ne correspond pas spécialement à un cahier des charges très précis. Elle se rapproche, c'est aussi des fois l'autre nom de l'agriculture biologique, comme on l'appelle dans certains pays anglophones, l'agriculture organique. Donc, j'aurais tendance à dire que bio et naturel, ça va être des concepts similaires et qui se rejoignent sous le chapeau agriculture durable, avec d'autres types de production. On entend aussi parler, notamment en France et en Afrique, d'agriculture de conservation des sols, d'agriculture régénératrice. Donc tout ça, ce sont des types d'agriculture ou des modèles d'agriculture qui font partie ou qui se rassemblent sous le gros chapeau de l'agriculture durable. J'espère avoir répondu le mieux possible à cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez noter dans la petite partie, ou alors est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Ça, c'est possible aussi. Je peux donner la parole aux participants. Je voudrais revenir sur le financement. Oui, bah, très bien. Oui, non, mais simplement parce que, en fait, c'est l'occasion pour moi aussi pour moi en tant que présentant de l'AFDI, de parler du travail qui est en train qu'on a fait sur les nouvelles relations Afrique-Europe. Ne pas sans savoir que le partenariat, les accords de partenariat Afrique-Europe ont touché à leur fin en 2018, et qu'on ouvre un nouveau cycle qui devrait se finaliser en 2022. Et justement, l'AFDI a fait un gros travail de
de prospection, de prospective, d'entretien avec des responsables agricoles africains, avec des responsables agricoles européens et français, avec un panel de responsables qui ont participé, qui ont été interviewés, qui ont participé à la création de cette note de synthèse. Et on en profite pour formuler des recommandations, notamment qui seront plus largement reprises lors du prochain sommet Afrique-Europe, qui doit avoir lieu à Montpellier, et pour lequel on a dégagé 6 recommandations. La première, c'est d'investir massivement dans le développement rural. Mais pas aujourd'hui, la population rurale africaine représente à peu près les 2 tiers de la population. Il nous semble important que dans les nouveaux accords de partenariat économique entre l'Afrique et l'Europe, le développement rural soit largement pris en compte. Et quand on parle de développement rural, il ne faut pas oublier tout ce qui concerne l'infrastructure. Parce que le réseau de communication, alors comme le réseau de communication physique, mais aussi le réseau de communication numérique. Parce qu'on peut avoir les meilleurs producteurs du monde, la meilleure production durable du monde, quand on ne peut pas la transporter d'un endroit à un autre, ou quand on ne peut pas faire savoir qu'elle existe à des partenaires commerciaux ou à des clients, eh bien, on faillit à la mission de production et de mise en relation entre le producteur et le consommateur. La deuxième recommandation, c'est là pour le coup, on est vraiment dans cette notion de durabilité, c'est de faire des systèmes alimentaires durables une vraie priorité. Et que ce soit à l'échelle des États, que ce soit à l'échelle des entreprises, des acteurs privés, que ce soit à l'échelle des ONG ou des organisations paysannes, c'est bien à un moment donné de s'inscrire dans ces démarches de systèmes alimentaires durables. La troisième recommandation, c'est de pouvoir conditionner l'aide publique au secteur agroalimentaire. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en préambule de cette intervention, c'est qu'on ne peut pas raisonner uniquement autour de l'item production, ou considérer l'agriculture faisant partie d'un secteur agroalimentaire. Et donc, conditionner cette aide, ça veut dire conditionner une aide à la création d'emplois, ça veut dire conditionner cette aide, comme l'a dit Néné tout à l'heure, à travers un tissu industriel, un développement industriel qui permet de créer une filière locale de production, de transformation et donc de commercialisation. Et donc de veiller à ce que, et comme l'exemple du coton m'a frappé, et veiller à ce qu'à un moment donné, on puisse commercialiser aussi des produits transformés et non plus que des matières premières. La quatrième recommandation, c'est respecter l'exception agricole dans les négociations commerciales. Et c'est là où je reviens au financement. C'est déjà la première question qu'on doit se poser, c'est quelle est la part des budgets des États dans le secteur agricole, ou dans le secteur agroalimentaire, ou dans le secteur de la transformation agricole. À un moment donné, on a besoin d'avoir aussi des investissements publics et privés, encore une fois, qui permettent l'éclosion d'un secteur agroalimentaire et agro-industriel qui soit fort. Et pour ça, il faut également il faut certainement, comme on a su le faire dans d'autres continents et à d'autres époques, avoir un secteur agricole qui soit protégé et qui échappe à la divine loi du marché qui, soi-disant, rend les choses plus justes et plus équitables, mais qui n'a jamais fait la preuve de cet état de fait. Cinquième recommandation, c'est l'attribution de davantage d'aide au développement des organisations agricoles et rurales africaines. Voilà, le développement agricole et agroalimentaire s'effectuera à partir de ces mêmes organisations. Il est indispensable et essentiel que des financements leur soient accordés. Et enfin, la sixième recommandation, c'est de créer une plateforme afro-européenne de jeunes agriculteurs. Je pense que l'inclusion des jeunes femmes et des femmes est un enjeu essentiel pour l'Afrique, dans la mesure où on sait qu'en 2050, 35% des jeunes seront africains. Quel avenir, quelle perspective, quelles ambitions on doit leur donner. Et donc,
permettre la création de cette plateforme, c'est créer un mouvement qui donne aux jeunes des projets, qui donne aux jeunes l'envie de se projeter et qui donne aux jeunes des perspectives. Voilà un petit peu les 6 recommandations que nous sommes permis de formuler, qui vont être présentées à la présidence de l'Union européenne, que la France va exercer là pendant les 6 prochains mois, et qui doivent vraiment permettre la réalisation des ODD et qui doivent permettre à un moment donné de garantir un avenir pour les plus jeunes et notamment pour les plus jeunes africains. Voilà un petit peu le message que je voulais aussi faire passer à l'occasion de cette intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain. On voulait donner la parole à Sébastien Lefebvre, mais je ne sais pas s'il arrive à se connecter. Peut-être le temps qu'il se connecte, il y avait une dernière question, et c'est vrai, c'était dans le titre de la thématique de cette table ronde, qui était la création d'emplois due à l'agriculture durable, donc une agriculture qui est plus locale, donc qui permet de créer l'emploi localement. Et c'est vrai qu'on l'a on l'a un petit peu moins abordé. Est-ce que l'un d'entre vous peut l'aborder? Alors, je vois que Sébastien s'est connecté, donc je peux d'abord te donner la parole, Sébastien, et puis après, on clôturera cette table ronde avec l'un d'entre vous s'il souhaite répondre à cette problématique liée à l'emploi. Merci. Oui, merci Alice. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ok, donc je suis Sébastien Lefebvre, je suis chargé des projets de coopération du département d'Ille-et-Vilaine pour le Mali et Madagascar sur les filières laitières, l'écotourisme à Madagascar et puis les énergies renouvelables au Mali. Donc ça fait une dizaine d'années notamment qu'on travaille sur la filière laitière, mais là c'est aussi sur la riziculture. En fait, le Mali, Madagascar, on produit du riz et un secteur que je connais mieux à Madagascar qui a une très bonne qualité de riz qui est exporté. Et par contre, c'est pas suffisant, la production nationale est insuffisante et donc ils importent du riz venant du Vietnam, de Chine, qui est de moindre qualité. Et on voit ça aussi sur le coton. Peut-être que Néné pourra apporter plus de précision. C'est-à-dire que, comme elle le dit, beaucoup de matières premières sont exportées de très bonne qualité, ce qui permet une plus-value. Et en contrepartie, ces pays importent des vêtements venus d'Asie et souvent des vêtements à base de produits synthétiques. Ça me donne parfois un cas de conscience dans la façon dont se passe ce marché international, parce que les produits donc, sont de moins bonne qualité et parfois en valeur nutritive beaucoup moins intéressante que ce qu'eux-mêmes produisent sur place. Donc, je voulais partager ce sujet avec les autres panélistes. Nous, en tout cas, voilà, on encourage la production laitière locale et on suit de près ce que font par exemple les Burkinabés avec l'Union des mini-tribes burkinabés, de façon à ce qu'on améliore à la fois en quantité et en qualité l'accès à des bons produits locaux. Voilà, c'était une intervention sur ce sujet que je voulais partager avec vous parce que c'est une question éthique. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Il reste 5 minutes. Du coup, Georges, je vois que vous levez la main depuis un petit moment. Donc, si vous voulez prendre la parole avant qu'on clôture cette table ronde. Merci. Bon, apparemment, il y a encore des petits problèmes d'Internet. Est-ce que Néné voulait dire un dernier mot avant qu'on clôture cette table ronde? Alors oui, je pense qu'il y a eu plusieurs mentions, notamment de la question du coton au Mali, qui est un vrai paradoxe, mais c'est la même question aussi qui se pose sur le riz aussi. Aujourd'hui, l'Afrique est l'un des greniers agricoles du monde, et surtout un grenier qui produit des matières premières d'excellente qualité. Et malheureusement, le continent n'arrive pas à profiter
que ce soit d'un point de vue économique ou d'un point de vue même d'autosuffisance alimentaire, n'arrive pas à profiter de la qualité de la production qu'elle fait. Et au final, donc effectivement, le paradoxe, c'est qu'on exporte et ensuite on importe des produits de moins bonne qualité. Et donc, c'est ce paradoxe-là, pour moi, qui est vraiment la priorité et qu'il faut résoudre. C'est justement de réussir à faire en sorte que le marché africain soit le premier bénéficiaire, en fait, de tout ce qu'elle produit et que l'exportation devienne, on va dire, devienne secondaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'exportation est quasiment primaire, enfin, est vraiment la priorité parce que c'est aussi à l'export, effectivement, qu'il y a dans la possibilité aussi d'avoir accès à des marchés beaucoup plus grands et beaucoup plus lucratifs. Mais de l'autre côté, ça veut aussi dire que le marché africain s'appauvrit parce qu'il n'arrive pas à tirer de la valeur des produits qui sont produits localement. Voilà. Après, je pense aussi que sur la question de l'agriculture durable, il y a énormément d'enjeux, de paramètres, mais aussi d'acteurs qui sont attendus pour vraiment donner vie, donner corps à ce concept, que ce soit au niveau des acteurs financiers, mais aussi au niveau des acteurs publics, au niveau des acteurs aussi de la recherche et du développement, qui peuvent aussi permettre de développer en fait des expertises locales, des expertises ancrées dans les réalités, mais aussi dans les pratiques traditionnelles, parce qu'il en existe aussi beaucoup qui sont déjà des pratiques d'agriculture durable, mais qui malheureusement ont été perdues, voire négligées au profit d'autres pratiques. Et donc, je pense que c'est vraiment une question qui doit être embrassée par des acteurs pluridisciplinaires pour véritablement en sortir la substance et faire en sorte qu'on parvienne, comme je le disais, à en faire une réalité. Et je pense que c'est l'une des ambitions d'un collectif comme Africa for Good, justement, d'apporter cette contribution pluridisciplinaire et une expertise complète sur cette question en alliant nos forces et en apportant des compétences diverses et impactantes pour répondre à ces problématiques locales, mais qui ont un enjeu global. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Néné, Alain et Georges, pour vos contributions sur ce sujet qui est aussi vaste qu'intéressant. Je pense qu'on peut clôturer cette table ronde. On se retrouve, sauf s'il y a une dernière question, mais sinon, on se retrouve dans une demi-heure, donc à 16h, pour la troisième et dernière table ronde de la journée, qui aura comme thème la transformation locale des matières premières agricoles, donc toujours dans le secteur agricole. On parlera du bilan et des perspectives avec Edrine Samba, Axel Emmanuel, Mariam Soro et Véronique Eglet. Je vous invite à rester connectés ou si vous souhaitez vous déconnecter, le lien est toujours le même. Voilà, donc on se retrouve dans 30 minutes à 16h pour la dernière table ronde de la journée. Encore un grand merci à nos intervenants et puis à tout à l'heure alors. Thank you.